tous. Je voulais d'abord remercier beaucoup le CSTB de m'avoir invité à faire cette présentation. Donc c'est ici, hein, j'appuie là. Hop, parfait, voilà. Je vais en fait vous parler d'une innovation méthodologique que j'ai appelée l'ACV de transition. Comme je me tourne, je vais bouger un peu les micros. Et donc pour... Ah oui, d'accord. Et donc pour commencer, je vais juste faire un petit rappel de ce que c'est que l'analyse de cycle de vie. De manière générale, parce qu'on confond souvent l'analyse de cycle de vie avec une norme qui est à l'origine l'ISO 1440. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça, l'analyse de cycle de vie. Donc en fait, on a cette norme qui a lancé l'analyse de cycle de vie dans les années 90. Et puis on a une déclinaison européenne de cette norme pour le bâtiment, donc qui est en fait déjà une simplification de la norme 1440, donc la norme 15804. Et puis on a les FDES qu'on connaît bien en France dans le BTP et qui donc sont elles-mêmes une simplification de la norme 15804. Et puis on a la réglementation environnementale 2020 qui elle-même est une simplification issue des FDES. Donc vous voyez qu'en fait, l'analyse de cycle de vie, ça peut être beaucoup de choses. En réalité, l'analyse de cycle de vie, c'est beaucoup plus large que ça, parce que toutes ces normes et puis ces réglementations que j'ai citées, elles s'intéressent à des produits notamment du bâtiment. Mais en fait, l'analyse de cycle de vie, c'est une démarche qui permet de comptabiliser des cycles de vie de plein de choses en prenant en compte l'ensemble des activités qui sont liées à un cycle de vie, en prenant en compte donc toutes ces étapes et puis tous les effets sur l'environnement. Et l'analyse du cycle de vie peut s'appliquer notamment à des organisations, à des entreprises. Alors, une déclinaison de la CV appliquée aux organisations, c'est le bilan carbone, qui en fait juste focus sur un impact environnemental, mais c'est typiquement une ACV des organisations. La CV peut s'appliquer également à des territoires. Et donc, vous voyez qu'en fait, on est loin. On est loin de l'ACV uniquement dédié aux produits. Alors, donc, j'ai mis à droite un exemple de cycle de vie du bâtiment. Et si je reprends un peu la norme que vous connaissez le mieux, on va retrouver dans cette norme, en fait, des modules A, B, C, D qui sont, en fait, qui correspondent à différentes étapes de ce cycle de vie. Alors, ce qui est intéressant de noter tout de suite, c'est que, en fait, le fabricant du produit, réglementairement, il est responsable de son ACV et des données qui vont constituer son résultat d'ACV, alors qu'en fait, le produit lui-même, son cycle de vie est multi-acteur. Ça veut dire que celui qui fait l'ACV de son produit, en fait, il dépend énormément d'autres acteurs pour fournir des données et pour élaborer, on va dire, la description de ce cycle de vie. Alors, si maintenant je reviens au contexte de l'économie circulaire, on a le plan européen qui dit, et ça a été un peu dit ce matin, l'économie circulaire, c'est un moyen, c'est une vision, c'est un paradigme, mais ce n'est pas une fin en soi. Et l'Europe affirme que l'économie circulaire, c'est donc une manière de réduire la pression sur les ressources naturelles, d'atteindre la neutralité climatique et de mettre un coup d'arrêt à la perte de la biodiversité. Le lien n'est pas forcément évident et il faut faire des analyses de cycle de vie, voire d'autres approches pour vérifier en fait que ce qu'on fait en économie circulaire contribue bien à ces objectifs. Alors si je prends l'exemple, hop, si ça marche, l'exemple de l'industrie cimentière, on a l'industrie pour atteindre la neutralité carbone a diverses actions possibles. Par exemple, dans ses stratégies, elle explique qu'elle va réduire ses consommations énergétiques au niveau des fours, qu'elle va changer de carburant, et puis aussi elle explique qu'elle va remplacer ces carburants fossiles par des carburants secondaires, issus de l'incinération des déchets, par exemple, ou substituer le clinker par des additions minérales. Et donc, vous voyez que les premières actions, le cimentier, il contrôle ce qu'il fait, il va changer son équipement, il va... Voilà. Les autres actions qui concernent l'économie circulaire, ben, elles ne dépendent pas vraiment de lui. Pas complètement, en tout cas, et il a besoin de coopérer avec d'autres acteurs pour pouvoir les mettre en place. Ça veut dire que quand on passe dans une économie circulaire, on passe dans des systèmes
qui sont interconnectés. On va avoir des produits connectés les uns aux autres. Et donc, ce qu'on veut voir, nous, c'est que sur ces systèmes-là, l'intérêt global, c'est que le système a changé et qu'il apporte une amélioration environnementale. Et aussi, ce qu'on veut avoir, quand on passe de l'économie linéaire à l'économie circulaire, ce sont des effets, on en a parlé aussi ce matin, de la massification. On veut que ce soit important pour que ce soit globalement l'ensemble qui change. Et donc, on voit que ça peut amener, par exemple, des conflits d'usage sur certaines ressources, y compris, donc on parle de matières premières, mais y compris des matières secondaires, où on va avoir finalement des différents secteurs qui vont avoir besoin de ces matières secondaires, et on peut être amené à avoir des pénuries de ce qu'on appelle aujourd'hui des déchets. Alors, juste pour rappeler maintenant pourquoi l'ACV, telle que vous la connaissez, ne peut pas répondre à ces enjeux, je vais juste faire un petit rappel d'un peu comment ça marche, la mécanique de l'ACV. Donc, quand vous faites de l'ACV, vous faites ce genre de choses. Là, ça, c'est un modèle, c'est un système. Hein, vous voyez des processus qui sont connectés entre eux par des flux. Et puis, à chaque processus, donc c'est une action humaine, hein, une activité, on a ce qu'on appelle des flux élémentaires, des choses qu'on va prendre dans l'environnement ou qu'on va rejeter dans l'environnement. Et puis, en fait, on va sommer tous ces flux pour en calculer les impacts sur l'environnement. Donc le premier modèle, c'est comment marche l'activité, le processus, on va compter tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Et puis ensuite, le deuxième modèle, c'est qu'on va calculer les indicateurs d'impact sur l'environnement. Et puis le troisième modèle, c'est comment on va assembler ce système, tous ces processus entre eux. Alors pourquoi c'est important de rappeler ça? Parce que quand on va faire de l'ACV, et qu'on va prendre en compte la valorisation, le fait qu'on va utiliser justement et valoriser certains déchets. La norme, voilà ce que dit la norme, et ça c'est le module D, donc dans cette norme, hein, les bénéfices au-delà du cycle de vie, à chaque fois qu'on va valoriser un déchet, en fait, on va rajouter des activités. Donc il n'y a pas de raison que ça diminue les impacts sur l'environnement, puisqu'on rajoute des processus, des transports, etc. Donc on rajoute des flux. Ici, ils sont là. Donc, finalement, quand on a considéré ce système, on a ajouté des impacts sur l'environnement, on n'a rien diminué du tout. Par contre, ce que dit la norme, c'est que comme notre produit valorisé, il va remplacer quelque chose qui ne l'était pas et qui est plus polluant, on va le retirer et on va donc soustraire les impacts de ce qu'on a supposé éviter. Et pour ça, on se base sur l'équivalence fonctionnelle. On va dire que tel produit, il est équivalent à tel autre. Et donc, l'autre, on l'a évité, et donc on va le soustraire. Ça, c'est la norme. Alors, si je reprends un petit exemple du béton de démolition, comment ça se traduit, cette norme? Ben, ici, j'ai un bâtiment, j'ai du béton de démolition, je vais le mettre dans une sous-couche de route. Et donc, je vais dire que je substitue des granulats naturels qui ont été produits par une carrière. Et donc, je vais éviter la carrière. Voilà comment. Et donc, je calcule le module D sous forme de valeur négative. Alors en fait, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que je suis là, pour vous expliquer ça aujourd'hui. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en fait, quand vous allez substituer des granulats naturels en sous-couche routière, qu'est-ce que vous substituez? Vous substituez un sous-produit de la carrière. La carrière, elle veut produire des granulats secondaires et tertiaires pour le béton, pour les enrobés routiers. Et ce qui lui reste, et qu'elle ne peut pas éviter de produire, c'est des granulats de qualité moindre, qu'elle va mettre dans les sous-couches routières. Et donc, le résultat de ça, c'est que quand vous allez recycler du béton concassé dans des sous-couches routières, vous avez grande chance d'augmenter le stock de granulats de moindre qualité en carrière. Alors, ce n'est pas toujours le cas, ça va dépendre du territoire. Et on va voir pourquoi. Donc, mais en tout cas, il ne faut pas se dire qu'à chaque fois qu'on a valorisé un produit, on remplace automatiquement le produit qu'on visait de remplacer. Donc ça veut dire que déjà il faut modéliser la substitution. Et pourquoi ici on ne peut pas éviter cette augmentation du stock en carrière? C'est parce qu'on a une relation massique. C'est quasiment un tiers, un tiers, un tiers, ça dépend des carrières, hein, mais on a du granulat primaire, donc basique, du granulat secondaire, du granulat tertiaire, et la carrière, en gros, elle produit un tiers de chaque et elle ne peut pas l'éviter. Donc on a bien une relation massique.
Donc ça veut dire que, quelque part, quand on veut faire de l'ACV correctement en économie circulaire, il faut prendre en compte ces relations massiques et surtout ne pas les enlever. Or, qu'est-ce qu'on fait en ACV? On les enlève, on les coupe parce qu'on fait de la location. On dit, non, mais ça, mon produit, ce n'est pas le produit qui sort, mon granulat basique, ce n'est pas du granulat primaire ou secondaire ou tertiaire, donc je coupe, je mets une frontière et j'ai enlevé en fait la relation massique qui est forte, qui est une relation physique constante entre ces produits. Et donc il faut pouvoir reconsidérer la manière dont on définit ces frontières de système et notamment aussi ne plus travailler à l'échelle d'une unité de produit, mais à l'échelle de la totalité de ce qu'on produit. Alors, autre problème qu'on peut lier à cette méthode, qui est que en fait, la quantité totale de béton qui est concassée et qui est disponible, en fait, on ne la produit pas parce qu'on veut la produire, on la produit parce qu'on démolit des bâtiments. Donc, en fait, le marché, c'est la démolition des bâtiments et le déchet disponible, il dépend de ce marché. Pareil pour les granulats de qualité basique. On veut produire des granulats de haute qualité et donc, pour ça, on ne peut pas éviter d'en produire d'autres, mais la quantité totale des granulats de basse qualité, elle est contrainte, ce qu'on appelle contrainte. Et donc, finalement, ces deux quantités, elles ne sont pas produites sur la demande, mais par rapport à la demande d'autres produits. Et donc, en fait, finalement, on va se retrouver sur des territoires, et ça va dépendre des cas. On peut avoir des cas où on a des quantités des deux qui correspondent à peu près à la demande du marché. Et dans ce cas-là, alors on ne voit pas très bien, je ne sais pas pourquoi, mais donc en fait, on n'a pas vraiment une diminution des impacts sur l'environnement, on a à peu près une stabilité. Mais si par contre on produit plus que ce que le territoire demande, on va avoir une augmentation des impacts. Et cette augmentation, elle peut être vraiment très forte si la demande est faible. La demande territoriale est faible. Et alors, elle est vraiment très forte parce qu'on les aura quand même produits, en fait, ces granulats concassés, parce que réglementairement, on est un peu obligé de valoriser nos déchets. Voilà. Donc, ça veut dire que, en fait, il faut prendre en compte cette adéquation des flux entre les valeurs totales des flux disponibles et les demandes de marché des territoires. Voilà, et donc par rapport à ces deux problématiques que je viens de citer, finalement, il y a une solution méthodologique qui est possible, qui est de coupler l'analyse de cycle de vie avec l'analyse de flux matière, qui aussi a été évoquée ce matin, et qu'on fasse les deux en même temps pour avoir des impacts environnementaux, non pas de 1 kg de béton ou 1 kg d'enrobé routier, mais de l'ensemble des kilos des enrobés routiers et du béton concassé et des granulats produits sur le même territoire et comment les uns vont se substituer avec les autres. Et puis, alors, la dernière chose qui est importante aussi à regarder, c'est que, je l'ai dit au tout début, en fait, dès qu'on rentre dans l'économie circulaire, on est dans de la coopération d'acteurs. Donc ici, on pourrait dire, bon, ok, j'ai compris. En fait, la solution, ce n'est pas de mettre mes granulats de béton concassé dans la sous-couche. Il faut que je remplace des granulats de haute qualité. Donc, par exemple, pourquoi est-ce que je n'irais pas substituer alors, il y avait par exemple le projet FastCarb qui s'intéressait à améliorer les propriétés des granulats de béton concassé pour justement pouvoir les recycler avec une meilleure qualité. Alors évidemment, là, ça amène de nouveaux scénarios, et c'était des scénarios auxquels on a pu penser au départ. Rien qu'en faisant l'analyse des flux, on aurait pu comprendre que ça ne marchait pas. Et donc, ça veut dire que, quelque part, là, puisqu'on a ces nouveaux scénarios, on a introduit de nouveaux acteurs qui n'étaient peut-être pas ceux auxquels on avait pensé au départ. On a aussi introduit des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles propriétés de ces matériaux. Et donc, finalement, on a complètement changé le système qu'on imaginait au départ. Alors, du coup, dans cette méthode, il est important de faire évoluer l'ACV pour pouvoir prendre en compte l'ensemble de ces scénarios le plus en amont possible et des acteurs qui peuvent contrôler et qui peuvent agir sur ces scénarios. Donc, ça veut dire que globalement, en fait, pour ne pas passer à côté de solutions qui sont importantes, il faut pouvoir plutôt co-modéliser, c'est-à-dire co-élaborer les objectifs entre les acteurs concernés
qui vont après être impliqués dans l'appui à la modélisation, et puis identifier, grâce aux méthodes avancées d'ACV, quels scénarios, quels leviers favorables vont permettre à l'ensemble du système de s'améliorer, et puis après, ce sont les acteurs entre eux qui prennent les décisions sur leur choix. Et ça veut dire effectivement qu'on travaille plutôt en intelligence collective avec un maximum d'acteurs, qu'on ne va pas écarter de scénarios a priori, on va être plutôt très inclusif. Et puis après, on va écarter, mais sur des bases de faisabilité technique, par exemple. Et donc, au final, on doit aussi faire évoluer la méthode dans ce sens, ne pas juste considérer que c'est un logiciel qui fait des calculs un peu avancés, mais qu'en fait, au-delà, il y a une démarche de consultation et d'implication des acteurs. Alors, vers quel type de résultat on arrive? Ça ne répond pas tout de suite. Ça ne marche pas. Ça marche par paquet. Je suis désolée. Ah, voilà. Alors, donc, en fait, du coup, on n'a plus d'unité fonctionnelle. Hein. Vous êtes habitué à une unité fonctionnelle dans les ACV des produits. Là, on n'en a plus puisqu'on compare à c'est bon, voilà, hop. Ça va. C'est bon. On n'en a plus parce que là, on a plein de produits en même temps qui sont liés les uns aux autres. Et puis en plus, leurs fonctions peuvent évoluer, puisque par exemple, quand on carbonate des granulats en béton, en fait, on a changé leurs fonctions et donc leurs usages. Donc ça veut dire qu'on se demande à quoi on compare. Et donc l'idée, ce n'est pas de comparer des produits entre eux, c'est de comparer l'état initial d'un système avec plusieurs futurs possibles. Donc on construit des scénarios à partir des propositions des acteurs. Donc je vous ai mis un petit schéma là, en supposant qu'on a deux acteurs, un qui a 3 scénarios possibles et puis l'autre 4 leviers d'action, 4 choix. En faisant des combinaisons de ces choix, on obtient 12 combinaisons possibles. Alors peut-être que certaines sont impossibles. J'ai mis par exemple la CD, elle n'est pas possible techniquement, ça pourrait ne pas être compatible. Donc on va avoir une phase où on va réduire sur la base des compatibilités, mais on va pouvoir étudier tous ces scénarios. Donc on modélise avec l'ACV couplé à l'analyse flux matière, et on va classer tous ces scénarios dans l'ordre croissant. Alors là, j'ai mis un indicateur, c'est fictif, hein, c'est un faux exemple, mais on va pouvoir classer tous ces scénarios sur le changement climatique, par exemple, et puis on va pouvoir comparer à l'état initial. Donc l'état initial, il est là, et finalement, quand on a tout calculé, on sait ce qui est meilleur. Et donc là, les scénarios qui sont meilleurs, on les met en discussion auprès des acteurs. Et donc, on peut évidemment le faire multicritère, c'est-à-dire qu'on va retenir ces scénarios qui sont meilleurs sur le changement climatique et on va les recalculer avec un autre indicateur pour retenir, là encore, ceux qui sont meilleurs que l'état initial. Et on va comme ça réduire le nombre de scénarios possibles de changement du système. Et donc, au final, on va essayer d'obtenir des scénarios qui sont compatibles avec un maximum d'indicateurs. Alors, c'est utile cette approche, on l'a pas complètement faite encore, mais on a un projet qui se termine, où on a étudié la valorisation des scories du nickel en Nouvelle-Calédonie. Et on avait 600 scénarios au départ, et au final, on en a 8. 8 qui montrent effectivement une amélioration environnementale par rapport à l'état initial. Donc finalement, on a quand même beaucoup réduit, et c'était important de le faire parce qu'on avait finalement 95% de chances de se tromper sinon. Donc finalement, une ACV de transition, c'est une ACV qui, au lieu de donner une photographie d'un produit, elle va donner une vision stratégique pour un groupe d'acteurs qui veulent mettre en place des solutions d'économie circulaire. Donc chaque acteur, au bout de la méthode, il dispose d'une liste des choix qu'il peut faire pour améliorer le système, et pas forcément son système, mais le système global, une liste de ses leviers d'action. Et puis le groupe d'acteurs, lui, il a la liste des scénarios et des méthodes de coopération qu'il peut avoir avec les autres, qui sont meilleures que l'état initial. Il peut identifier des acteurs qui n'étaient pas impliqués au départ parce que le résultat montre que finalement tel acteur n'était pas impliqué mais qu'il a un rôle important dans le résultat. Et donc après se pose la question de savoir si on recommence et on fait une nouvelle itération pour associer ce nouvel acteur. On peut identifier des effets de synergie ou d'antagonisme entre les acteurs qui peut donner lieu à des négociations entre ces acteurs pour que le système fonctionne.
Voilà, et donc finalement, ce qui est important, ce n'est pas seulement les indicateurs environnementaux, c'est aussi les fonctionnalités. On peut avoir des systèmes où les fonctionnalités ont changé. On a parlé ce matin de low-tech. Quelque part, quand on va mettre en place des solutions de low-tech, on accepte des baisses de fonctionnalités. Alors, ce n'est pas celui qui fait la CV qui accepte, ce sont les acteurs qui acceptent que ce soit un scénario possible et viable, et même qui peuvent éventuellement le choisir. Donc, ça veut dire que la fonction, le service rendu par le système, ou l'ensemble des services rendus par le système, fait partie des résultats et donc des éléments de négociation et de discussion. On peut intégrer dans la démarche d'autres choses que la CV. On peut intégrer des calculs économiques, des calculs de coûts, par exemple. Et puis, je l'ai déjà dit, mais l'idée, c'est que la co-construction fait partie de la méthode. C'est donc une nouvelle façon de pratiquer la CV. Et finalement, l'ingénieur qui fait de la CV, il n'est plus seulement juste quelqu'un qui fait un modèle. Il est un coordinateur, ou du moins peut-être qu'il coopère avec un coordinateur et puis qui définit comment on discute avec les acteurs. Peut-être que les acteurs doivent aussi en amont se mettre d'accord sur des règles de gouvernance, sur comment les règles du jeu sur lesquelles ils vont accepter de coopérer. Voilà, et donc du coup ça réinterroge les règles de comptabilité pour s'assurer des conditions d'amélioration environnementale, et on essaye de tenir compte des effets indirects, des effets de masse, puisque là on est plus à l'échelle du produit, donc on prend bien en compte les idées de massification, et puis ça change donc la façon de faire de l'analyse de cycle de vie. Et comme on va associer les acteurs dès l'amont de la démarche en les impliquant dans l'élaboration des scénarios, il y a une appropriation du modèle par les acteurs. Et puis même dans l'idée, ce serait qu'ils deviennent collectivement propriétaires du modèle pour éventuellement continuer à tester des scénarios qui n'auraient pas été faits au départ. Voilà, évidemment, aujourd'hui, c'est un cadre conceptuel, ce n'est pas encore une méthode avec un outil utilisable, mais bon, j'espère que dans les années à venir, ça le sera. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, madame, pour cette intervention qui était vraiment passionnante. Je pense qu'il y a peut-être sans doute des questions. Je vais prendre une question au moins dans la salle, et nous avons une question sinon en ligne. Est-ce que l'un de vous peut poser une question? Non? Ah si, voilà, monsieur là-bas. Levez-vous, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous voir et vous apporter un micro. Bonjour. J'ai peut-être été distrait depuis ce matin, mais je ne suis pas sûr qu'on ait parlé de la durée sur laquelle les ACV sont faites et du paradigme de la construction qui est actuellement fixé à 50 ans pour les bâtiments. Est-ce qu'il y a une réflexion par rapport à ça, et est-ce que cette durée, dans le cadre plus général de la construction durable, ne devrait pas être plus souvent un sujet de débat? J'en entends très rarement parler. Il y a un débat aux États-Unis, il y en a un au Royaume-Uni. En France, ça a l'air d'être un sujet qui n'intéresse personne. Est-ce que je me trompe? Alors, je ne sais pas si je fais partie des personnes, mais en tout cas, non, si, c'est très très important la durée. Ça fait partie des fonctionnalités qu'on doit discuter en fait. Quand on va concevoir des solutions constructives ou des quartiers, etc., on doit les concevoir dans la durée et dans une certaine durée. Donc, si, je pense que ça a été un peu abordé ce matin, quand même, quand on parlait d'évolutivité des bâtiments, de structures poteau-poutre, c'est bien qu'on pense quand même à un prolongement dans la durée. Mais effectivement, donc, si, c'est important. Et quand on va parler de biosourcé, c'est encore plus important. Alors, je vais prendre juste encore une question dans la salle, madame, là-bas. Est-ce que vous pouvez vous lever pour qu'on puisse vous voir, pour vous apporter le micro, s'il vous plaît? Merci. Clotilde Petria, Eiffage. Par rapport à la durée de vie, je pense qu'il faut déjà distinguer durée d'usage et durée de vie. Ça va compter sur la façon d'utiliser un produit et l'intégrer dans une analyse. Et la deuxième, c'est que quand on fait de l'exploitation-maintenance de bâtiments, on raisonne gros entretien, renouvellement. C'est quelque chose d'assez classique qui n'est pas forcément bien connu des constructeurs purs et durs. Et peut-être que cette approche GER, donc gros entretien, renouvellement,
pourrait être aussi intéressante à interroger au regard de l'ACV. Enfin, c'est une suggestion. Voilà. Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec ça. Par exemple, si on s'imagine appliquer cette méthode sur des bâtiments ou des quartiers, il y a un moment, il faut associer les utilisateurs à la démarche, ceux qui vont habiter, parce que finalement, on peut optimiser quelque chose et que ce soit parfait au moment de la livraison, et avec des impacts environnementaux très forts, ou voire des coûts aussi plus élevés à l'usage, et qui ne seront pas supportés par ceux qui ont construit. Donc je pense que c'est des questions très importantes à inclure dès le départ. Bien sûr, c'est quelque chose dont on se rend compte beaucoup, cette pédagogie nécessaire. On peut faire le meilleur bâtiment du monde, on peut avoir réfléchi à la meilleure ACV du monde, mais si au final c'est mal utilisé, ça casse tout. Je crois que nous avons une question en ligne, Alexandra. Oui, nous avons une question à distance sur la partie carbone biogénique. Une question d'Ondra Lemaître. Travaillez-vous autour du matériau bois, qui à mon sens est encore plus complexe dans la démarche de modélisation ACV pour les réemplois, car il y a la notion de carbone biogénique à prendre en compte? Bah oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est l'objet des travaux qu'on fait avec le CSTB. Quand on veut imaginer, ça tombe bien. Quand on veut imaginer une ACV de transition sur les produits biosourcés, donc là en particulier sur le bois, il faut regarder en parallèle à la fois la dynamique de la gestion forestière. Le bois, ça prend du temps à produire. Donc on a cette dynamique de la ressource naturelle, et puis à côté on a la dynamique d'utilisation du bois et de sa fin de vie. Et en fait c'est l'approche conjointe de ces deux dynamiques qui va montrer ce qu'on veut en fait, c'est qu'à tout instant on ait capté plus de CO2 qu'on en a rejeté. Et donc ça veut dire qu'il faut pouvoir accorder ces deux dynamiques. Donc, alors là, je ne parle pas d'indicateurs, on va dire, dynamiques tels qu'il y a dans la RE 2020, parce qu'elle est restreinte à l'échelle du produit, alors que là, on va essayer de regarder la dynamique territoriale de la ressource combinée à son usage. Écoutez, je ne sais pas si je réponds à la question. Merci beaucoup, je pense. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir pour cette intervention extrêmement passionnante.